Il y a de plus en plus d'entreprises qui veulent communiquer sur le web et notamment sur Google Ads, même sur Facebook Ads. On m'appelle régulièrement pour me poser des questions, comment ça fonctionne, combien ça coûte, combien de temps ça prend pour obtenir des résultats, est-ce que mon industrie elle est pertinente pour faire des publicités sur Google. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo, non pas pour vous expliquer le fonctionnement de Google Ads, parce qu'on a plein de vidéos faites par Eugénie qui traitent de ça, mais plutôt pour vous parler des choses auxquelles penser avant de vous lancer sur Google Ads, ou si vous êtes déjà en train de faire du Google Ads, assurez-vous d'avoir la réponse aux questions et aux différents points que je vais mentionner. Je m'appelle Max Pezzetta, je suis un des fondateurs de My Little Big Web. Nous sommes spécialisés dans tout ce qui arrive dans le générique. Bon, déjà, la première chose qu'il faut savoir quand on calcule les frais, parce que si vous vous demandez mais combien ça coûte la publicité sur Google, il faut savoir qu'il peut y avoir deux types de frais. Il y a les frais Google, donc ce que vous dépensez sur Google, et il peut y avoir les frais agence. Si vous avez prévu par exemple de dépenser un budget de 1 000 $ par mois sur vos campagnes, il faut savoir que en confiant ces campagnes-là à quelqu'un, alors en réalité ça peut être un pigiste, ça peut être une agence, ça peut être aussi un employé. Une des erreurs qui est commise par les dirigeants, c'est de ne pas intégrer le coût employé dans la gestion des campagnes. S'il confie ses campagnes à l'externe, à un pigiste ou à une agence, il va intégrer ce coût dans son budget global. Il se dit, bon bah voilà, je dépense 1 000 $ par mois en Google Ads ou en Facebook Ads. L'agence ou le pigiste me charge 400 $, donc j'ai 1 400 $ par mois en Google Ads et ça lui permet de mesurer son retour sur investissement. Mais quand il confie ça à un employé qui s'occupe pas que de faire du Google Ads, il s'occupe de plein d'autres trucs, il n'intègre pas ce temps. Si ça se trouve, l'employé, il passe, je dis n'importe quoi, 4 heures par semaine, donc soit l'équivalent d'à peu près entre 15 et 20 heures par mois, multiplié par son tarif horaire et les charges patronales, bah si ça se trouve, ça représente 700, 800 $ par mois où l'employé s'occupe de ça, plus cher finalement que le pigiste et l'agence, sachant que il n'a pas forcément les mêmes compétences, il n'a pas forcément de collègues à qui demander si jamais il est mal pris, donc il est tout seul. Donc ça c'est aussi un autre coût, mais qu'on peut pas trop mesurer, c'est le coût d'opportunité, à savoir les campagnes sont pas forcément super bien gérées, on le sait pas, on perd du coup de l'argent à la fois sur le budget qui est moins bien investi, puis à la fois le retour sur investissement qu'on n'a pas, donc ce coût d'opportunité. Je peux pas parler trop longtemps de ce coût d'opportunité parce qu'il est très difficile à mesurer, mais par contre c'est important de pas tomber dans ce piège parce que lorsqu'un entrepreneur internalise, c'est pas qu'il a l'impression que c'est devenu gratuit, mais il a en tout cas l'impression d'économiser les frais d'agence. Ce qui est totalement faux, puisque à partir du moment où les campagnes ne se gèrent pas elles-mêmes, que ce soit un employé ou que ce soit même vous qui gérez vos campagnes vous-même, pendant que vous faites ça, vous n'êtes pas en train de faire autre chose. Donc c'est pas très compliqué de savoir quel est votre coût. Il suffit de savoir combien l'entreprise vous paye, combien d'heures vous travaillez en moyenne par semaine et combien d'heures vous passez en moyenne à gérer ces campagnes. Là, il y a un autre fait, c'est que nous, par exemple, chez My Little Big Web, on utilise un logiciel de suivi du temps. Ça veut dire que chaque employé, quand il travaille sur une tâche, là, typiquement, pendant la vidéo que je suis en train de faire, dans mon logiciel, il y a écrit que je suis en tournage. Donc, à la fin de la semaine, il y aura écrit que j'ai passé tant d'heures à tourner les vidéos. Ça va permettre à l'entreprise de savoir si finalement, c'est rentable de me faire tourner des vidéos par rapport au coût réel de production. Sachant qu'une fois que moi j'ai tourné, il y a Mathieu qui va monter les vidéos. Lui aussi, il va inscrire le temps qu'il a passé à monter cette vidéo et ça nous permet de savoir en moyenne, la vidéo elle a coûté tant à créer, tant à promotionner par exemple. Finalement, est-ce qu'elle a rapporté quelque chose sur l'ensemble de la chaîne YouTube? Combien la chaîne YouTube elle a coûté? Parce que finalement, là je parle de Google Ads, mais ça vaut pour absolument tout dans votre entreprise. Donc ça c'est vraiment le premier point. Voilà, il faut pas juste calculer ce que vous mettez sur Google. D'ailleurs souvent, pour les petits comptes, les frais médias représentent 40%, 50% maximum du coût réel de la campagne. Ce qui m'amène en fait finalement à mon deuxième point, c'est est-ce que je fais les campagnes moi-même ou est-ce que je les confie? Est-ce que je les confie à l'interne, à un employé? Est-ce que je les confie à l'externe? Souvent, c'est plus rentable de les confier à l'externe.
Puis, je parle même pas de la qualité. Là aussi, c'est difficile de savoir la performance parce qu'il faudrait confier les mêmes campagnes à deux personnes différentes, une à l'interne, une à l'externe, puis de comparer les performances. On s'entend que c'est impossible puisqu'elles se feraient concurrence de toute façon, les campagnes. Mais il faut bien s'assurer aussi des compétences autant du pigiste que de l'agence, que de la personne à l'interne. Parce qu'encore une fois, c'est à peu près 2-3 fois par semaine, on reçoit des appels qui nous disent « Je gère les campagnes depuis 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Les performances ne sont pas au rendez-vous. » On audite le compte et effectivement, on se rend compte que c'est pas du tout bon ce qui a été fait. Souvent, on va voir des ardoises à 15, 20, 25, 30, 40 000 dollars qui ont été dépensés. Donc déjà, tout ce travail-là, tout cet argent-là, poubelle. Retour sur investissement, mauvais. Donc, coût d'opportunité, on n'en parle pas parce que le but, c'est pas de remuer le couteau dans la plaie. Mais là, on se dit, OK, parce qu'en fait, le dirigeant, le décideur s'est dit, c'est bon, on va le confier à l'interne. Nous, chez My Little Big Web, on avait tendance aussi à tomber dans ce piège, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir des couteaux suisses et de leur faire plein de choses. Sauf que quand on a commencé à mettre en place les suivis du temps et les vrais retours sur investissement sans avoir peur des chiffres, parce que honnêtement, les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Donc, on peut les rendre optimistes ou on peut les rendre pessimistes. Eh bien, quand on s'est penché sur les chiffres, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines choses dont on avait les compétences qu'on a quand même décidé de déléguer à l'externe. Ça peut être par exemple, tout récemment, on va embaucher une personne pour un mandat ponctuel pour la définition de notre nouvelle stratégie LinkedIn. Alors qu'on propose ça à nos clients, la seule chose c'est qu'on se rend compte que quand My Little Big Web est client de My Little Big Web, passe toujours en dernier. Donc, si le planning est plein, là, on a un gros chantier qu'il faut qu'on finisse. Là, on a un client qui vient de renvoyer la soumission signée, donc il faut pas le faire attendre parce qu'il y a une deadline. Puis finalement, nous, notre deadline, tout le monde s'en fiche. Eh bien là, on s'est dit, OK, il n'y a pas de souci, mais au moins, si on le confie à l'externe, on sait très bien que si on donne le mandat courant janvier, on aura notre stratégie courant janvier. Donc, je vous encourage aussi à penser comme ça si vous voulez pas manquer le train, parce que souvent, quand on internalise, on sait qu'on se fait passer en dernier. Aussi, une des choses assez importantes finalement, c'est bien évidemment de liker, de commenter les vidéos et d'activer la cloche. N'hésite pas aussi à s'abonner et j'en profite pour remercier tous ceux qui le font, c'est cool. Je le dis à toutes les vidéos parce qu'en fait, c'est vraiment cool de voir que le nombre d'abonnés augmente. On me parle des vidéos YouTube quasiment toutes les semaines. On a de plus en plus de clients qui nous contactent en ayant vu nos vidéos YouTube. Donc, merci. Si jamais il y en a parmi vous qui ont partagé les vidéos, franchement, merci à toi de faire ça. Ça envoie de la force et c'est ce qui fait qu'on est toujours aussi content de continuer. Une chose aussi à savoir en termes de coûts, c'est tout ce qui est mise en place de la campagne, puisque rouler des campagnes sur Google, c'est avant tout les créer, puis les gérer, puis procéder à des ajustements. C'est ça le principe de la gestion. Et en termes de création de campagne, il y a évidemment la création du compte ou la reprise du compte si jamais vous en avez déjà un, la création ou l'optimisation des annonces, des groupes d'annonces, du choix des mots-clés, de la page de destination et du tracking, et j'oublie certainement des choses. Tout ça, ça prend du temps. Plus on néglige ou on va vite dans cette création, plus ça va avoir un impact potentiellement négatif sur les performances. Et là, ça peut être assez embêtant parce qu'on pourrait se dire, OK, Google, en fait, ça marche pas. Mais attends, parce que peut-être que ça marche, c'est juste que la mise en place, elle n'a pas été bonne, le tracking n'a pas été bien fait. Parce que condamner tout de suite Google Ads ou dire ça ne marche pas, c'est un vrai problème. Parce que si Google Ads ne marche pas, il n'y a pas 1000 alternatives non plus. Donc, on a plutôt intérêt à ce que ça fonctionne. Mais il est possible que ça ne marche pas. Tout ça pour dire que quand vous confiez vos campagnes à une agence, à un pigiste ou à l'interne, analysez bien qu'est-ce qui est inclus ou qu'est-ce qui est prévu dans la mise en place. Parce que une des choses qui est souvent négligée, c'est le tracking. Donc finalement, à partir du moment où les gens cliquent sur l'annonce, qu'ils se rendent sur la page de destination et qu'ils font une conversion, donc ils remplissent un formulaire de contact, ils font un achat, si c'est une boutique en ligne ou tout simplement ils appellent, est-ce que le tracking est fait? Est-ce que les appels sont traqués ou pas? La conversion, elle est faite où? Par exemple, j'ai déjà vu plusieurs fois que ce qui était considéré comme une conversion dans le compte d'un client, c'était la visualisation de la page contact. Sauf que c'est pas parce que le gars, il visite la page contact qu'il contacte. Et le pixel de conversion était aussi sur la page de remerciement une fois qu'on a soumis le questionnaire. Ce qui veut dire que, au minimum, une conversion réelle, donc soumission de questionnaire, est comptée 2 fois. Puisque pour soumettre le questionnaire, il faut visiter la page contact, donc une conversion. Puis une fois qu'on l'a soumis, le pixel s'allume, une deuxième conversion. Du coup, c'est sûr que ça fait un coût par conversion très intéressant. Le problème, c'est que au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, mon client s'est rendu compte que c'est bizarre, moi j'ai pas l'impression d'avoir autant de conversions. Et quand on a analysé le compte, effectivement, on a vu qu'au niveau du tracking, ça marchait pas du tout. Même chose, on peut évidemment se dire c'est une conversion quand quelqu'un ajoute un produit au panier. Ouais, mais tu peux pas mettre la même valeur à cette conversion que quand il a vraiment passé commande.
Encore une fois. Et enfin, la deuxième chose qui est souvent négligée, c'est l'expérience utilisateur du site web. C'est-à-dire que souvent, le spécialiste Google Ads, Facebook Ads, peu importe, n'est pas programmeur, n'a pas forcément les compétences ou n'a pas envie d'aller jouer dans votre site internet. Donc, si le site, il n'est pas très adapté pour les téléphones, il est lent à charger, les pages donc mettent longtemps, les appels à l'action sont pas très clairs, le parcours utilisateur est pas optimal, ça va avoir un impact évident sur les performances. Mais la chose, c'est que lui, son mandat, c'est de rouler des campagnes Google, c'est pas de refaire votre site. Donc là, il peut y avoir une espèce de conflit d'intérêts parce que d'un côté, il n'a pas envie que vous confiez le mandat à une agence qui va corriger les bugs parce que pendant ce temps-là, lui, il attend. Possiblement qu'il ne reverra jamais le mandat parce que l'agence, si ça se passe bien, va peut-être vous dire « mais attends, nous, on peut gérer les campagnes à ta place ». Donc là, ça peut être un petit conflit d'intérêts. Donc encore une fois, si jamais vous confiez vos campagnes à un pigiste ou à une agence, assurez-vous qu'elle a les compétences aussi pour intervenir sur votre site en cas de besoin. Parce que pour moi, la création des campagnes et la gestion des campagnes Google Ads passe aussi par des interventions sur votre site web si jamais c'est pertinent. Le quatrième point, la gestion. Donc là, c'est pareil. La gestion, finalement, c'est quoi? Et ça, c'est assez intéressant parce que quand on demande, par exemple, à des clients, voilà, combien vous payez avec votre agence actuellement. Alors, il y en a, ils veulent pas nous le dire. Et je leur explique, c'est parce qu'en fait, si vous payez, par exemple, $300 par mois, $400 par mois de frais de gestion, demandez à l'agence ou à l'indépendant son tarif horaire. Mettons son tarif horaire est de $100, ce qui est un tarif horaire moyenne basse. Divisez les frais de gestion par ce tarif horaire, donc mettons $400, ça fait 4 heures. 4 heures par mois. Ça fait 1 heure par semaine, même pas 1 heure par semaine. Partons du principe qu'il vous envoie un rapport de performance et que celui-ci n'est pas automatisé. Parce que s'il vous envoie un rapport de performance automatisé, je vous le dis tout de suite, il ne doit pas gérer super bien les campagnes parce que le rapport, il est autant pour lui que pour vous. Partons du principe qu'il vous envoie un message pour faire un appel de présentation du rapport. Donc, il y a de la gestion de projet. Faire le rapport, à peu près 30 minutes. Appel pour parler du rapport et comment ça va, monsieur le client, par rapport au lead que je vous envoie. Je vais être gentil. 30 minutes. Ça fait 1 heure. Ça veut dire que déjà, sur les 4 heures, il n'y a plus que 3 heures. 3 heures par mois pour gérer vos campagnes. Je vous le dis tout de suite, il gère rien du tout. C'est pas tant de sa faute, un petit peu quand même parce que c'est lui qui a accepté le mandat, mais je veux vous expliquer que si les performances, les résultats sont pas au rendez-vous, il y a peut-être aussi un problème au niveau de ce qui est facturé. C'est-à-dire que il a essayé de vous faire un prix agressif, sentant peut-être que ça allait être ce qui allait faire pencher la balance en sa faveur, mais résultat des courses, vous vous retrouvez avec des campagnes qui marchent pas très bien parce que la personne, en fait, elle les gère pas tant que ça. Donc ça, je le vois assez souvent. Parce que là, pareil, on pourrait se dire, ouais, mais du coup, c'est combien des frais de gestion? Et ça dépend. Je sais qu'il y a des agences qui vont charger au pourcentage. Donc, elles vont charger au pourcentage de ce que vous dépensez. Allez, je vais prendre une fourchette large entre 10 et 20%. Mais avec quand même un minimum. C'est-à-dire que, parce que sinon, vous dépensez $1000 par mois, je pense pas que l'agence, elle va vous charger que $200. Ça m'étonnerait beaucoup. Puis si c'est le cas, on va typiquement tomber dans une non-gestion ou une gestion automatisée. Donc pareil, les résultats seront pas là. Et d'ailleurs, j'ai même tendance à vous dire, dans ces cas-là, vous êtes mieux de payer plus cher la mise en place auprès de l'agence ou de l'indépendant, une petite formation d'1 heure ou 2 pour vous expliquer grosso modo ce qu'elle aurait géré et faites-le vous-même. Vous allez économiser des frais de $200 et au moins vous aurez une vue sur vos campagnes. Parce qu'en réalité, une gestion quand même un minimum efficace, on va plutôt parler minimum, je souligne, $500-600 par mois. Et là, certains pourraient se dire, waouh, c'est cher. En fait, ça dépend des résultats. Parce que si tu n'obtiens pas de résultats en le faisant toi-même ou en payant des frais de $300, c'est pas cher. Si tu considères que ce n'est pas un investissement mais une dépense, évidemment, il faut pas investir dans Google Ads et encore moins dans la délégation des campagnes Google. Maintenant, moi, j'ai jamais trop compris le principe de pourcentage parce qu'en réalité, c'est pas parce que demain vous dépensez $2000 par mois que vous prenez 2 fois plus de temps que quand vous en dépensiez 1000. Et chez My Little Big Web, on n'a jamais fonctionné au pourcentage, mais au temps réellement passé. Puis avec le logiciel de suivi du temps, c'est facile de savoir ça. La problématique qu'on rencontre, c'est qu'on a beaucoup de clients qui nous contactent, qui vont avoir des budgets de $1000-1500 par mois, incluant les frais d'agence. Donc, les frais d'agence peuvent représenter 30 à 40%, 60% du montant total et ça marche pas. Et on est même les premiers à dire, mais au pire, on peut te charger une mise en place te donner deux, trois leçons pour que tu puisses gérer tes campagnes toi-même, mais on se sent même pas de gérer les campagnes parce que finalement, c'est ridicule que les frais de gestion représentent 60% des frais totaux. Puis, ouais, ça va être compliqué pour nous de prouver un retour sur investissement. Donc là, il y a vraiment un souci au niveau de Google Ads, c'est que personnellement, non, je trouve pas que la plateforme elle soit intuitive, même si Google
nous dit c'est super facile. Non, c'est pas vrai, c'est pas super facile. Puis en plus, le fait que Google soit le leader, tout le monde est dessus. Donc vous êtes en concurrence autant avec des gens qui ont passé les certifications Google, des agences, des pigistes, des gros joueurs. Enfin, honnêtement, non, c'est compliqué. Puis je me retrouve souvent à expliquer aux clients, écoutez, j'ai pas de solution pour vous, à part une mise en place seulement et une gestion de votre côté, je peux rien vous proposer. Puis si le client dit ouais, mais moi j'ai pas envie de les gérer, bon, bah dans ce cas-là, il faut accepter le fait que ce soit pas si rentable que ça parce que, encore une fois, les frais de gestion vont représenter un gros montant, donc il faut le savoir. Donc là, on va parler justement du retour sur investissement. C'est quelque chose qui est rarement abordé, mais en réalité, c'est capital. C'est ce qui va faire que vous allez décider ou pas de continuer vos campagnes. Donc, première chose, combien vous dépensez mensuellement? Combien il vous faut de clics pour obtenir une conversion? Sachant que Google, c'est un principe d'enchère, donc vous payez au clic. Chaque mot-clé va avoir un coût par clic. La chose, c'est que vu que c'est un principe d'enchère, ce coût par clic peut évoluer en fonction des concurrents. Par exemple, Avocat Montréal, aujourd'hui, vous regardez, ça vaut 10 $. Oui, c'est cher. Peut-être que ça va valoir 15 à certains moments de l'année si des joueurs en manque de mandat sont prêts à payer plus cher pour apparaître. Donc, il évolue. Mais pareil, quel est le taux de conversion? Donc, sur 100 clics, combien vous contactent? Parce que partons du principe que vous avez un coût par clic, par exemple, à 10 $, c'est beaucoup, mais on va faire un chiffre rond, c'est quand même plus pratique. Donc 10 $ le coût par clic pour une requête archi concurrentielle comme Avocat Montréal. D'ailleurs, je crois qu'Avocat Montréal, c'est plus cher que ça. Bon, je vais avoir un taux de conversion de 2 à 6%. Donc sur 100 personnes, j'en ai entre 2 et 6 qui me contactent réellement. Donc, me demandez pas ce que font les 94 autres, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce sont des chiffres réels. Un taux de conversion entre 2, c'est pas fou, mais c'est plausible. 6%, ça commence déjà à être pas mal, mine de rien. Donc, entre 2 et 6%. Donc, 4%. Donc, 10 $ le clic. Sur 100 personnes qui ont payé, j'ai donc payé 1000 $. J'en ai 4 qui m'ont contacté, ce qui fait un coût par conversion de 250 $. En fait, après là, il faut regarder la qualité des leads. C'est-à-dire que sur mes 4 leads, est-ce que les 4 sont qualifiés? Parce que c'est pas forcément le cas. Il y en a peut-être 2 sur 4. Finalement, on voit tout de suite, le formulaire de contact, il est rempli à moitié. C'est vraiment pas terrible. On le sait tout de suite. On va l'appeler quand même par principe, mais on sait déjà que c'est pas qualifié. Bon. Et j'en ai 2 par contre qui sont qualifiés. Ok, donc ça, là on redescend encore. Je me retrouve avec un coût par conversion à 250 $, mais je me retrouve avec un coût par lead qualifié ou un coût par conversion qualifié de 500 $, puisque j'en ai que 2 sur 4 qui sont qualifiés. Et enfin, en moyenne, combien de leads qualifiés j'ai besoin pour closer? Parce que c'est pas parce que le lead il est qualifié que vous allez le closer nécessairement. Le gars, il n'a pas forcément contacté que vous. Donc, est-ce que vous allez avoir le mandat ou pas? Généralement, on va avoir un taux de closing dépendamment de l'offre, mais on va faire une moyenne. Je pars pas de ceux qui sont tout seuls dans leur bled ou qui ont une offre archi concurrentielle, parce que eux, c'est pas la norme. Mais on va dire qu'un taux de closing entre 25 et 30%, donc 33%, donc ça veut dire que tu en closes 1 sur 3. Bon, c'est-à-dire que pour avoir une vente, il faut que tu dépenses au minimum 750 $. 750 $ pour avoir un lead qualifié closé. Bon, est-ce que c'est rentable? Ça dépend. Est-ce que justement ça va faire partie du prochain point, la récurrence? Est-ce que ce que tu vends, c'est du récurrent ou du ponctuel? Parce que si tu vends, par exemple comme nous, des forfaits d'accompagnement en marketing web, donc que ce soit de la gestion des réseaux sociaux, du référencement naturel, de la publicité en ligne, ce sont des contrats mensuels. Donc si j'ai, par exemple, je viens de closer un contrat à 1000 $ par mois en gestion, il ne faut pas confondre chiffre d'affaires et rentabilité, il va falloir que je m'assure que ce client-là, il reste un certain nombre de mois pour amortir ses coûts. Parce que s'il m'a coûté 750 $ et qu'il a un frais de gestion à 1000 $, faut pas croire que le premier mois, il est forcément rentable. Sauf si je fais 25% de marge, auquel cas il est rentable. Peut-être qu'il va commencer à être rentable à partir du 2e mois ou du 3e mois parce qu'il faut pas confondre chiffre d'affaires et marge. Mais par contre, si j'ai un coût récurrent
donc ce que je vends de manière récurrente, c'est 200 $. Bah, déjà, pour arriver à mon 750 $ de rentabilité, il faut que j'attende 4 mois. Et encore, c'est même pas de la rentabilité, je fais opération blanche, parce que j'ai des charges pour livrer mon 200 $. Peut-être que ça va me prendre 8 mois, 1 an. J'espère que j'ai pas perdu les gens là en cours de route, mais c'est méga important de comprendre ce processus-là. Puis quand on vend via une boutique en ligne, on peut avoir du récurrent sur une boutique en ligne ou des produits one-shot, bah, c'est super important. Là, c'est encore plus facile de calculer. Est-ce qu'en gros, ton produit one-shot coûte plus cher avec ta marge que les coûts d'acquisition? Parce que sinon, oublie ça. À la limite, là où je pourrais quand même encourager à continuer, que ce soit dans le service ou dans le produit, c'est si vous vous lancez et que vous avez besoin de bâtir une notoriété pour faire activer, on va dire, le bouche à oreille, avoir des témoignages clients. Bref, en gros, vous vous lancez. Bon, c'est pas très grave c'est pas très grave. C'est pas super grave de pas être rentable si vous avez la trésorerie pour, ça fait partie des coûts de lancement. Et dans ce cas-là, c'est OK parce qu'on le sait qu'on va pas être rentable. On sait que la pub, c'est pas rentable, puis notre objectif, c'est pas nécessairement de la conserver. On est en train de travailler sur une stratégie de référencement naturel, de réseaux sociaux, de notoriété qui devra ensuite emboîter le pas et la publicité, soit on l'arrêtera, soit elle représentera un pourcentage plus faible. C'est OK parce que vous avez une stratégie. Vous savez déjà. Mais si tout ce que je viens d'expliquer là, vous dites « Ah ouais, ok, j'avais pas pensé à ça », faites attention parce que potentiellement, vous n'êtes pas du tout rentable sur votre activité Google Ads. Là, en gros, c'était une vidéo un petit peu technique, entre guillemets. N'hésitez pas à la re-regarder parce que quand je commence à parler chiffres ou quoi, il y en a qui peuvent se sentir perdus. Mais encore une fois, mon but là, c'est vraiment que vous ayez l'heure juste sur est-ce que Google Ads est rentable pour moi, est adapté à moi? Dans tous les cas, moi, je pense qu'il faut tester. L'autre conseil que j'aurais à vous donner aussi, c'est quitte à tester, faites-le vraiment parce que j'ai déjà vu plusieurs fois des coups d'épée dans l'eau dans le sens où quelqu'un me dit « Oui, donc je vais tester Google Ads, je vais mettre 1000 $ par mois. » Non, une fois. Je vais te faire sauver 1000 $. Google Ads n'est pas rentable. Ah bon? Oui, parce qu'en fait, Google Ads, ça prend du temps. Donc, en fait, c'est 1000 $ par mois qu'il faut que tu mettes pendant au moins 3-4 mois. Sinon, encore une fois, tu n'auras pas assez d'historique, tu n'auras pas assez de data pour analyser, justement. Tu vas te baser sur « Oh, non, ça n'a pas marché parce que j'ai fait que 3 ventes. » Oui, mais attends, tu as arrêté avant même qu'on ait eu le temps d'optimiser les campagnes. Donc, en gros, si vous prenez cette décision d'arrêter Google Ads parce qu'en réalité, vous avez mis 1000 $ et vous dites que ça n'a pas marché, vous avez fait une erreur stratégique. Et parfois, il vaut mieux attendre et avoir les moyens de vraiment lancer la campagne plutôt que de lancer ça en se disant « Bon, je vais essayer. » Non, faites-le pas. Ça aussi, je le vois assez régulièrement. Et la vraie question, en fait, quand ça marche pas, c'est pourquoi ça a pas marché. Est-ce que, encore une fois, est-ce que c'est la mise en place qui a pas marché? Est-ce que c'est le tracking, donc la mise en place? Est-ce que c'est parce que la personne qui gérait les campagnes, en fait, ce n'est pas sa force? Elle n'y connaît rien en Google Ads. Là, c'est un problème parce que vous passez potentiellement à côté d'une opportunité assez majeure, c'est-à-dire faire de la pub sur Google. Théoriquement, ça fonctionne. Mais si on s'y prend mal, vous vous coupez de ça. Donc, ça peut être plutôt dommage dans une stratégie marketing d'écarter d'emblée ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci pour tous ceux qui l'ont regardé en entière et je vous dis à la prochaine.